Qui me vient simplement à l'écoute des échanges qui ont eu dernièrement. Je dois vous avouer être relativement étonnée. Nous avons un point commun. Nous sommes au moins tous deux, mais je pense plus nombreux que ceux-ci dans la commission des lois, attachés à la défense et à la protection des droits fondamentaux. Ce qui me surprend, c'est de mettre en opposition le principe de réalité avec la défense et la réalisation des dits droits fondamentaux. Ça ne me semble pas tenable d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue idéologique, et ça me semble dangereux pour atteindre la réalisation effective de ces droits. Ce n'est pas favorable aux citoyens. Je trouve dommage d'opposer ce principe de réalité et d'en faire un obstacle, un principe qui soit obstacle aux droits fondamentaux, alors qu'il est là précisément pour les orienter et permettre de les atteindre et de les réaliser concrètement. Ma question, qui rejoint finalement ce point, par le passé, il y a eu d'autres types de dispositions qui ont été prises en faveur, normalement, de la lutte contre les discriminations, mais qui me semblent être déconnectées de la réalité et, je crois, ne sont pas suffisamment atteints aujourd'hui. Donc, je voulais vous interroger sur ce point. Parmi les 22 critères existants dans le droit de la non-discrimination, il y a 26, selon comment on les décompose. Les deux derniers ajouts, en 2016, il y a eu deux ajouts qui m'interrogeaient déjà avant d'être élue et continuent de m'interroger aujourd'hui. Le premier a suivi un avis du défenseur des droits qui avait trait à la maltraitance envers les personnes âgées, parfois dans les EHPAD. Et le défenseur des droits avait demandé à cette époque au législateur d'intégrer cette maltraitance dans la définition même de la lutte contre les discriminations. Or, ce n'a pas été le cas, pour diverses raisons qui peuvent parfaitement s'expliquer. Et en compensation, le législateur a inventé un nouveau critère qui s'appelle la perte d'autonomie, qui a été mise de façon indépendante des autres critères, qui n'est pas relié à l'âge dans le texte. Et je ne sais pas s'il en est fait un usage qui permette de lutter contre la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD. Donc c'est un point sur lequel je voulais vous interroger. Est-ce que vous avez observé dans votre activité que cela était pertinent et efficace ? L'autre critère qui a été ajouté et qui me pose aussi question et qui rejoint tous les propos que vous avez tenus égard aux personnes les plus fragiles et à la grande précarité, il s'agit de ce fameux critère qui incite à tenir compte de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique connue ou apparente de l'auteur d'une discrimination. Est-ce que vous avez été saisi sur la base de ce critère? Est-ce que vous observez une opérabilité dans les faits, dans le contexte? On a parlé aussi, vous avez beaucoup parlé du critère de l'origine qui, me semble-t-il, est d'autant plus saisi lorsqu'il croise le lieu de résidence ou les convictions personnelles. Est-ce que cela peut croiser aussi ce critère de la particulière vulnérabilité résultant d'une situation économique? Et quelle portée concrète, aujourd'hui, vous pouvez lui apporter? Je vous remercie. Madame Dubos, vous avez très justement mis le point sur le fait que le critère perte d'autonomie, comme le critère particulière vulnérabilité économique, dans la loi du 24 juin pour la vulnérabilité et dans la loi égalité et citoyenneté pour la perte d'autonomie, sont difficiles à manier. Sur la perte d'autonomie, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure à propos de la situation dans les EHPAD. On est en train d'avancer dans le... Mais c'est pas tout à fait évident. Nous avons quelques saisines, mais pas trop significatives. En ce qui concerne la vulnérabilité, particulièrement la vulnérabilité économique, nous avons commencé à échafauder une analyse qui nous permettrait d'utiliser ce critère pour favoriser l'égalité de tous devant le service public, et en particulier des personnes qui relèvent de cette particulière vulnérabilité économique. Et ça pourrait s'appliquer, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, aux enfants pauvres devant le service public de l'éducation. Donc, votre double réflexion sur ces critères va tout à fait dans le sens du travail que nous essayons de faire. Merci beaucoup, Madame la Présidente.